Alors, je me suis fait très peur parce que j'ai fait une bec BD. J'ai oublié mes notes, non pas dans une boîte de nuit, mais dans un train, quelques jours, parce que je viens d'Italie, où je me suis installé pour encore quelques mois. Et donc, ça m'a obligé à reprendre assez largement ce que je comptais vous dire ce soir, mais je pense pour le mieux. Vous me direz à la fin. Ça fait maintenant quelques années que j'essaye de poursuivre une sorte de... D'abord une intuition, puis qui est devenue une sorte d'obsession, mais je pense que c'est tous ceux qui se mettent à passer beaucoup de temps à observer un phénomène, à savoir essayer d'observer les marques commerciales comme des acteurs politiques. Alors, quelques enjeux de définition, je dis marque et pas entreprise. Parce que ce qui m'intéresse, c'est non pas l'entité entreprise, c'est un groupe de gens caractérisés qui produit un certain nombre de produits et de services. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est les marques, c'est-à-dire cette espèce d'émanation symbolique qui produit, qui sécrète des discours, des récits, des mots, des images, des imaginaires. Et ensuite, je dis politique, j'utilise un grand P, puisqu'évidemment, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est d'essayer de caractériser des acteurs qui sont totalement hors du champ partisan traditionnel et qui, pour autant, viennent adresser des questions politiques, c'est-à-dire, au fond, tenter d'apporter un certain nombre de réponses sur des questions qui nous travaillent en tant que nation, en tant que société, en tant qu'individu. Qu'est-ce qu'on a encore à faire ensemble? Qu'est-ce qui peut éventuellement nous réunir, nous diviser? Vers quel horizon commun on se destine collectivement? Et donc, toute cette intuition-là, j'essaye de la creuser. Alors, pas tout seul, heureusement, tu l'as précisé, je suis parti d'une institution qui s'appelle la Fondation Jean Jaurès, au sein de laquelle il y a toute une tradition quand même de recherche avec un petit R, parce qu'on n'est pas vraiment des chercheurs, on est en fait des saltimbanques, pour de vrai. Mais en tout cas, des gens qui, avec beaucoup de bonne volonté, essayent de creuser le neuf. En fait, c'est ça qui m'intéresse à la Fondation Jean Jaurès, avec une espèce d'entrelacement entre le monde politique, le monde économique et le monde journalistique. Pendant très longtemps, il y avait beaucoup de choses sur, justement, la relation entre État et entreprise. Ça, c'est une vieille question du socialisme. Rien sur les marques. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire maintenant depuis quelques années. Avec, je le cite maintenant, c'est très important pour moi, c'est mon maître, c'est celui qui a co-dirigé ma thèse pendant quelques années. Thèse que j'ai abandonnée, je le précise, parce que quand je ne le précise pas, on pense que je suis docteur. Je n'ai pas soutenu ma thèse. Benoît Heilbrun, voilà, qui est professeur de stratégie de marque et de marketing à l'ESCP Europe. Ce qu'on essaye de faire, alors on ne se l'est jamais dit comme ça, mais au fond, c'est le programme. C'est essayer de dessiner, alors de façon impressionniste, un peu laborieuse, etc., mais c'est au fond une discipline qui n'existe pas en tant que telle, et qui, je pense, serait nécessaire pour notre époque, c'est au fond une science politique des marques. En fait, c'est ça, mon objectif, en tout cas. C'est-à-dire, au fond, à partir du moment où on dit que les marques jouent un rôle politique, il va falloir commencer à appliquer non pas des concepts de marketing, avec toute cette discipline, qui, depuis la fin du XIXe siècle, nous a abreuvé de concepts, et au-delà des concepts, des façons de travailler le sujet. Donc, on quitte le marketing et on essaye de partir en fait, d'un champ de réflexion beaucoup plus large, qui est la science politique, bien sûr, mais en fait, les sciences humaines et sociales au sens très, très large. Et donc, tu l'as précisé, alors je ne sais pas si je peux me définir comme sémiologue. Ma thèse, c'était une thèse de sémiologie, effectivement, à l'École des hautes études en sciences sociales, en codirection à Benoît Heilbrun. Alors, c'est dans ce cadre-là que se pose la question de l'imaginaire et de l'imaginaire politique, parce que c'est précisément, me semble-t-il, sur le plan de l'imaginaire, et plus précisément dans la conception, dans la fabrication, dans la diffusion d'imaginaire politique, que se noue, pour moi, l'une des plus intéressantes et neuves batailles de notre époque, à savoir cette bataille entre le politique traditionnel, qui tient l'État depuis sa fondation, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, et ces nouveaux acteurs commerciaux, non élus, je le précise quand même en passant, que sont les marques commerciales. Et moi, j'y vois en fait une rupture assez nette sur une histoire extrêmement longue. L'historien Fernand Braudel avait, en son temps, distingué 3 ordres. L'ordre politique, le souverain, l'ordre religieux, alors en Europe, en histoire occidentale, c'était l'Église, et puis l'ordre marchand.
Et en fait, historiquement, l'ordre marchand, c'était au mieux une aide à s'arroger à l'un des deux pouvoirs. Là, il me semble que l'une des ruptures assez nettes, c'est que cet ordre marchand prend le pouvoir. Et la question que j'ai voulu adresser ce soir, c'est au fond de se poser la question, mais comment est-ce qu'il faut approcher ce phénomène de l'imaginaire politique des marques? C'est-à-dire, en fait, sous quel paradigme, quelle paire de lunettes est-ce qu'on doit mettre sur son nez pour approcher ce phénomène de la sécrétion d'imaginaire politique par les marques? Parce qu'en fait, je me suis quand même rendu compte que la question de cette paire de lunettes va quand même avoir des impacts extrêmement, des effets extrêmement puissants et extrêmement importants sur la manière de considérer ce phénomène. Au fond, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Enfin, je le résume comme ça, c'est beaucoup plus complexe évidemment, mais au fond, est-ce qu'on doit s'en féliciter ou est-ce qu'on doit, au contraire, y prendre garde? Alors, j'ai au fond deux hypothèses. J'ai une hypothèse faible et une hypothèse forte. Alors, l'hypothèse faible, c'est l'hypothèse concurrentielle. C'est-à-dire, au fond, cette question de la sécrétion d'imaginaire, il faut le voir comme un marché de l'imaginaire politique. La personne qui l'a, à ma connaissance, la première personne à l'avoir formulée, cette hypothèse-là, c'est Douglas Holt, H-O-L-T, qui est un anthropologue américain qui a fait partie de cette génération d'anthropologues qui n'a pas trouvé de poste à l'université dans les départements d'anthropologie et qui s'est tourné, bon gré mal gré, vers le marketing. Il est devenu ensuite professeur à Harvard. Et il a écrit ce bouquin au début des années 2000, de mémoire c'est 2004, « How Brands Become Icons », qui n'a jamais été traduit, et qui, au fond, formule cette hypothèse extrêmement stimulante de ce qu'il appelle, lui, les myth markets, les marchés de mythes. Alors, les mythes au sens des anthropologues, au sens de Lévi-Strauss, c'est-à-dire, au fond, des récits qui viennent à la fois formuler et résoudre les contradictions intimes qui travaillent une société. Voilà. Donc, il s'appuie sur cette définition anthropologique du mythe pour dire, au fond, ce que je vois, moi, Douglas Holt, apparaître, c'est l'idée selon laquelle il y a un marché de mythes, et un marché de mythes politiques. C'est-à-dire, au fond, des producteurs de basket, des acteurs de cinéma, des sportifs de haut niveau et le président des États-Unis d'Amérique, évidemment, ne se concourent pas dans les marchés respectifs. Nike ne se présentera jamais à l'élection présidentielle américaine. Enfin, je m'avance peut-être un peu. En revanche, sur le plan des imaginaires, c'est là où il raisonnait, toutes ces entités-là produisent un certain nombre de discours qui, au fond, se concurrencent les uns des autres. Et alors, il prenait cet exemple, un candidat à l'élection américaine qui voudrait dire, au fond, un discours qui dirait « just do it », bah, en fait, la place est déjà prise. Et c'est Nike qui le porte, ce discours-là. Et donc, j'ai trouvé que cette hypothèse d'un marché d'imaginaire politique était extrêmement stimulante, au fond, qui consiste à dire que l'imaginaire politique, c'est un produit comme les autres qui évolue sur un marché beaucoup plus vaste. Alors, il y a trois illustrations qu'on pourrait rapidement mobiliser. Et donc là, vous voyez, je mets ma paire de lunettes. Et au fond, ces trois exemples-là, avec la deuxième hypothèse plus forte, me semble-t-il, on pourrait les analyser tout à fait différemment. Mais avec cette première paire de lunettes de l'hypothèse du marché, et qui dit marché, dit, enfin je ne le précise pas, mais il faut l'avoir en tête quand même, hein, les lois du marché, c'est-à-dire la concurrence, une offre, une demande, un positionnement, des règles d'oligopole, de monopole. On applique toutes les règles du marché économique sur le plan imaginaire. Première illustration, ce que j'ai appelé le roman national des marques. C'est-à-dire, au fond, cette idée selon laquelle un certain nombre d'acteurs économiques pouvaient, à leur tour, produire ce qu'on appelle en France, et c'est une exception française, le roman national. C'est-à-dire un récit sur, au fond, qu'est-ce qui fait que nous sommes des Français, qu'est-ce qui fait que nous habitons un pays qui s'appellerait la France. Alors, quelques éléments pour étayer cette idée sur laquelle on pourrait l'aborder par l'idée du marché. On avait fait une enquête avec l'Institut de sondage IFOP, vos grands concurrents, et en fait, on a posé une question que je trouvais très maligne. Ça ne vient pas de moi, donc je me permets de le préciser. On avait posé la question, qui, selon vous, raconte le mieux la France aujourd'hui? Et on avait établi une liste d'acteurs génériques.
les artistes, les écrivains, les sportifs, les politiques, les journalistes. Bon. Et puis, juste avant d'envoyer le questionnaire, le sondeur en question disait, bon, en fait, on va rajouter une 11e catégorie, on avait 10, on rajoute une 11e, ce sera marginal, ce sera pas très intéressant, mais il faut quand même le rajouter, ne serait-ce que d'un point de vue d'honnêteté. Ben, bien lui en a pris, parce que c'est cette 11e catégorie qui est arrivée en numéro 1, personne. Quand on demande aux Français qui raconte le mieux aujourd'hui la France, la première réponse écrasante, toute catégorie socio-démographique confondue, alors je caricature, il faut être très riche et très diplômé pour que cette personne dégringole éventuellement à la deuxième position. En tout cas, c'est extrêmement massif, la réponse c'est personne. Et donc, la logique du marché, c'est de dire, bah, il y a un trou dans la raquette, quoi. Il y a manifestement une offre défaillante, et en plus, il y a une demande. Ce qu'on avait montré par tout un tas d'autres questions, pour montrer qu'en fait, bah, du côté de la société française, le ressenti, c'est un problème, qu'il n'y ait pas d'acteurs pour raconter le pays, alors que par ailleurs, je peux en être extrêmement fier. Et donc, vous voyez, première logique, au fond, les marques viennent investir ce vide laissé par le politique pour produire un roman national. Des réflexions que j'ai cueillies alors dans des interviews, beaucoup dans les agences en réalité. Les agences nous racontent la chose suivante, bah, c'est formidable. C'est une démocratisation du roman national. C'est-à-dire que le roman national, c'était quand même l'apanage d'un nombre extrêmement restreint d'acteurs, les grands hommes, le Panthéon, quoi. Enfin, c'est des grands hommes politiques, des grands écrivains, des grands penseurs, qui s'étaient auto-arrogé le droit de produire un discours sur c'est quoi la nation. Ben voilà que des acteurs économiques, des Burger King, des SNCF, des constructeurs automobiles, ben ça y est, ça arroge le droit d'eux. Et dans cette logique-là et dans cette description-là, il y avait cette logique d'extension de marché qui me semblait caractéristique de ce paradigme de marché de l'imaginaire politique. Donc ça, c'était sur le roman national des marques. Deuxième illustration que je trouve extrêmement marquante, c'est cette idée ce que j'ai appelé, j'ai longtemps voulu écrire un papier, je ne l'ai jamais fait, peut-être que je le ferai un jour, la doctrine Nathan, du nom de Michael Nathan, qui est le patron du SIG, qui est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un acteur gouvernemental qui, au fond, produit toutes les campagnes publicitaires et de communication au sens très large, utiles à l'action publique. Sécurité routière, Santé publique France. Donc c'est le SIG qui coordonne tout ça. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que depuis l'arrivée de Michael Nathan, il a théorisé et mis en pratique l'idée selon laquelle, au nom d'une efficacité du message, il fallait faire de la coproduction et de la codiffusion publique-privée. Exemple d'application, pour empêcher des morts sur la route, l'une des causes majeures, en plus c'est la première, la deuxième, peu importe, l'une des causes majeures, c'est le téléphone au volant. La bonne idée, c'est de faire une campagne co-brandée Orange Sécurité routière pour porter ce message-là. Deuxième exemple, beaucoup plus contestable me semble-t-il, pour promouvoir l'image de la France à l'international, il y a une entité touristique qui s'appelle Atout France, qui est chargée de promouvoir l'image de la France à l'étranger, d'un point de vue touristique. Et ils ont eu l'idée de faire un partenariat avec Netflix. Et Netflix a fait cette campagne « Nous n'avons pas fini d'imaginer la France ». C'est-à-dire que Netflix racontait que, par un certain nombre de productions audiovisuelles, ils avaient développé effectivement une certaine image de la France, mais une certaine image seulement. Je ne détaille pas la critique, mais au fond, c'est le syndrome Émilie de Paris, que l'on a retrouvé à l'échelle de Paris, mais que l'on retrouve à l'ensemble du territoire national. Il y a beaucoup de biais. Le biais monarchique, c'est que des châteaux. Des biais religieux, c'est que des églises. Le biais bling-bling, où il n'y a que des endroits extrêmement fancy et très chers d'accès, qui ne représentent qu'une partie de la réalité nationale. Donc vous voyez, dans cette idée coopération publique-privée, c'est effectivement cette idée de, dans ce marché d'acteurs, on pourrait allier les forces au nom d'intérêts communs. Et puis la dernière illustration de ce marché, j'y réfléchissais en vous écoutant tout à l'heure, c'est cette idée de l'imaginaire désirable. C'est-à-dire qu'il me semble, alors c'est une hypothèse que je formule, je pense qu'on pourrait totalement en discuter tout à l'heure et peut-être qu'elle ne tient pas. Mais il me semble que tout repose sur une logique d'offre. C'est-à-dire que l'axiome
sur lequel repose cette idée d'un imaginaire désirable, c'est au fond l'idée sur laquelle, si les gens ne changent pas leur comportement aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas d'offre, pas d'imaginaire disponible dans lequel ils pourraient se projeter. Et donc, d'où la nécessité pour les acteurs économiques de se dire on va produire de nouveaux imaginaires pour faire bouger les comportements. Et je trouve qu'on le retrouve particulièrement dans le bio, par la grande distribution, et qui se targue d'un certain nombre de résultats et de réussites. C'était il y a encore le cas il y a 2-3 ans, mais quand on voit à quel point c'est procyclique, c'est-à-dire que tant que les ventes progressent, ils continuent de promouvoir ces imaginaires désirables autour du bio. Et à partir du moment où il y a, pour X ou Y raison, une crise du bio, et bien on voit bien que la surface disponible laissée aux offres de bio est en recul. Et deuxième exemple, évidemment, on l'a tous en tête, vous regardez la télévision, les pubs de bagnoles, c'est des pubs de bagnoles électriques. Et donc on essaye de créer un imaginaire désirable d'une mobilité électrique. Et je crois que ça repose sur cette idée d'un marché d'imaginaire politique. Alors, ça, c'était ma première paire de lunettes. Et la première... Alors, je le précise dans mon parcours, moi, je viens du monde des agences aussi. J'ai fait du planning, et au fond, j'ai baigné dans cette conception-là sans me rendre compte que c'était un paradigme, et un paradigme seulement. Et le moment où ça s'est fissuré, c'était pendant le Covid. Pendant le Covid, je suis en agence, tout le monde pense que les marques ne vont plus communiquer parce qu'il n'y a plus de produits, donc ça ne sert à rien de produire, de continuer à mettre de l'argent dans la publicité. C'est tout le contraire, pour une grande majorité d'entre elles, en tout cas les plus grandes. Il y a un surinvestissement de discours et il y a à ce moment-là quelque chose d'assez puissant, c'est-à-dire que les marques se mettent au diapason du ressenti émotionnel des gens dans un moment quand même assez inédit à l'échelle de l'humanité, d'un moment de peur. Et ce moment de peur, je lisais à l'époque, alors le nom m'échappait, j'ai demandé à David de le rechercher vite sur Google parce que je me sentais mal de ne pas citer cet historien, Jean Delumeau, qui a écrit une merveilleuse histoire de la peur en Occident et qui avait émis cette hypothèse sur laquelle il s'était noué à la sortie du Moyen-Âge, au moment de la grande peste noire, un changement de prise en charge du sentiment d'insécurité de la part des gens. Jusqu'à présent, on se remettait à l'Église, mais devant l'inefficacité des rituels religieux pour éloigner les maladies des grandes villes, de plus en plus de gens se sont en fait adressés à l'État. À l'État, et on voit apparaître des premières mesures de politique sanitaire, les premiers confinements, etc. Et donc lui faisait l'hypothèse d'une espèce de bascule très importante, déjà à l'époque d'une maladie, entre l'Église et l'État. Et il me semblait qu'il y avait quelque chose qui se nouait dans cette période-là, et là c'est une translation de raisonnement, devant l'inefficacité perçue, toutes les études à l'époque le montraient, des moyens étatiques déployés pour acheminer les masques, avoir des tests, et ensuite la période des vaccins, etc., devant l'efficacité perçue de l'État, au fond, on se tournerait davantage désormais vers les acteurs privés, ce qui m'avait amené à l'époque à formuler l'hypothèse d'une entreprise-providence. Mais de la même façon que l'État-providence était en fait rattaché à la providence divine, bah, cette fois-ci, on sautait encore une étape, Église, État-entreprise. Et dans cette logique-là, on n'est pas dans une logique de marché. Et c'est là où ça se fissure, ce premier paradigme. On est, je crois, dans une logique de lutte de pouvoir. Et au fond, c'est la deuxième hypothèse que je voulais développer avec vous ce soir, qui est l'hypothèse que j'ai formulée comme ça, c'est l'hypothèse Borgia. C'est-à-dire, non pas l'hypothèse d'un marché, l'hypothèse d'une lutte de pouvoir autour de cette question des imaginaires politiques. Alors pourquoi je dis l'hypothèse Borgia ? Je suis totalement bercé par la lecture du dernier Giuliano d'Ampoli, L'heure des prédateurs, qui est sorti vendredi dernier chez Gallimard, et qui, au fond, déroule la thèse suivante pour comprendre nos adversaires du monde contemporain, les Trump, les seigneurs de la tech, comme il le dit, mais aussi MBS, le président du Salvador. Il dit, au fond, c'est la grille de lecture du XVIe siècle dont on a besoin. Et cette grille de lecture du XVIe siècle, c'est celle des Borgiens. Et Borgiens, en référence à cette famille Borgia, qui a longtemps régné sur Rome, qui a fourni un certain nombre de prélats, je crois qu'il y a 2 papes, un nombre incalculable de dirigeants politiques, et la figure emblématique, c'est César Borgia, à cheval entre le XVe et le XVIe siècle, et qui a inspiré Machiavel dans sa figure du prince. Cette question de l'hypothèse Borgia, c'est cette hypothèse d'une lutte beaucoup plus conflictuelle entre acteurs publics et acteurs privés.
Une des façons de l'attraper, ce phénomène-là, c'est en l'attrapant par ce concept de souveraineté narrative. La souveraineté, on entend souvent parler. Là, la souveraineté, alors souveraineté économique, industrielle, politique. Là, au fond, la souveraineté narrative, ou alors la souveraineté imaginale, si on devait mettre l'adjectif à imaginaire, c'est la question de savoir qui décide de qui nous sommes en tant que nation, en tant qu'individu. En fait, c'est ça, je crois, le point majeur de cette question de la souveraineté narrative. C'est-à-dire, au fond, re-questionner le côté problématique et éventuellement la légitimité d'acteurs économiques, marchands, à s'arroger la question des imaginaires politiques. Et vous voyez, cette question du roman national des marques, cette fois-ci, change de lunettes et on peut le voir totalement différemment. Je prends deux exemples très précis. Cette fois-ci appliqués à des territoires, raconter les territoires. Airbnb, contesté dans les villes, a depuis quelques mois, quelques années, opéré une sorte de stratégie à la fois publicitaire mais aussi d'influence. En fait, il passe par les champs. C'est-à-dire que vous avez tous entendu parler des contestations du modèle Airbnb. Il y a tout un tas de villes qui cherchent à imiter Paris en réduisant le nombre de jours disponibles de location, etc., voire même à interdire Airbnb dans les villes. Ça s'est fait à San Francisco. La ville de Nice s'est posé la question. De façon extrêmement habile, Airbnb a commencé à dire « nous sommes une marque somewhere ». On est une marque des territoires. Pourquoi ? Chiffre à l'appui. 90% des communes de moins de 1500 habitants ne disposent pas d'infrastructures hôtelières. Donc, nous sommes le bras armé du développement touristique et donc économique des petites communes. Application Airbnb, nous des partenariats avec l'Association des maires ruraux. Application encore, Airbnb fait un énorme stand au Salon des maires il y a 2 ans pour la première fois, en louant la moitié de son espace à des petits maires ruraux qui n'étaient jamais montés à la capitale et qui, grâce à Airbnb, pouvaient accéder à ce grand raout politique et démocratique. Là où je veux en venir, c'est que c'est l'instrumentalisation d'un imaginaire territorial à des fins législatives. C'est pour éviter la hard law, comme disaient les anglo-saxons, c'est-à-dire la législation pure et dure, que l'on fait la démonstration que nous sommes un acteur des territoires au plus proche des réalités des gens. Donc ça, je trouve que c'est un premier exemple qui m'avait beaucoup frappé. Le deuxième exemple, c'est celui de Burger King, qui, à l'occasion de la sortie de leur Master Gourmet, ces éditions limitées, s'est mis à raconter l'Auvergne, il y a le master auvergnat, il y a le master savoyard, il y a le master provençal, avec à chaque fois tout un branding et tout un imaginaire territorial, c'est-à-dire qu'ils allaient piquer le master basse, par exemple le piment d'Espelette, ou tel fromage local pour tel territoire, etc. Pareil, là, on est sur un plan... la psychanalyse a beaucoup écrit sur la fonction écran. L'écran, ça a une double fonction, c'est à la fois projeter quelque chose d'extrêmement désirable, en l'occurrence ici, l'imaginaire du terroir. On gomme, et donc projeter quelque chose de désirable, et invisibiliser ce qui pose problème, à savoir à la fois le fast-food, la mauvaise qualité de l'alimentation, mais aussi l'identité américaine de la marque. Et donc, quoi de plus français que de promouvoir le fromage de telle ou telle région. Donc là, je trouve qu'il y avait quelque chose qui consistait à dire, au fond, et c'est pour en terminer sur ce point de la souveraineté narrative, ce qui m'avait beaucoup interpellé dans cette question de la définition des imaginaires territoriaux, c'est au fond, les acteurs publics n'ont plus la main, ne sont plus les seuls à pouvoir définir ça. Et donc, il y a tout un tas de nouveaux acteurs. À dessein, j'ai pris des acteurs américains, donc en plus étrangers. Donc la question de la souveraineté est d'autant plus démultipliée. Mais au fond, s'applique aussi à cette question de acteurs publics, acteurs marchands, pour définir au fond l'identité d'un territoire. Et peut-être le deuxième point sur cette hypothèse Borgia, c'est la contre-révolution américaine qu'on est en train de vivre. Avec cette espèce de surprise qui consiste à réaliser que Trump 2 n'est pas exactement le même que Trump 1. Et si on tentait une équation, au fond, Trump 2, c'est Trump 1 plus Musk. Et ce qui change considérablement la donne. C'est ce qu'a parfaitement montré Yascha Mounk, qui est un politologue américain, qui dit, attention, Trump 1, c'est un populisme traditionnel replié sur le passé, Make America Great Again. Trump 2, c'est un populisme aspirationnel,
qui cette fois-ci se tourne vers le futur. Et c'est là où marque politique s'imbrique, et c'est passionnant. C'est gorgé de tout l'imaginaire futuro-centré de Tesla, de Twitter, de Starlink, de Neuralink, toutes ces entités passées construites par Elon Musk. C'est gorgé de cet imaginaire futuriste ou futuro-centré que Trump 2 avance résolument dans une autre direction. Donc là, je trouve que c'est un premier point qui me semble intéressant. Trump était d'ores et déjà une marque, je rappelle quand même, pas juste à l'échelle de l'empire immobilier qu'on connaît, la Trump Tower. Il y avait les Trump Steaks, Trump Vodka, Trump University, Trump Chocolate. C'est-à-dire qu'un citoyen américain pouvait vivre toute sa journée dans un univers de marques au pluriel Trump. Donc c'était déjà une marque qui était arrivée à la Maison-Blanche. Et dans cette deuxième version, il s'ajoute une deuxième marque, qui est la marque Musk. Premier point. Le deuxième point, on a tous été, je crois, frappés par le revirement de la tech américaine. Et je crois qu'on vit, sur cette question de l'imaginaire politique, une sortie d'illusion, qui était l'illusion de la fin de l'histoire, en réalité. Et je prends le titre du livre de Fukuyama à dessein. C'est-à-dire que de la même façon que Fukuyama, alors une certaine lecture de Fukuyama, pour être tout à fait honnête, mais qui s'est imposée, en tout cas, comme à l'échelle du très grand public. De la même façon qu'une certaine lecture de Fukuyama avait au fond dit qu'à la fin de la chute du mur, la démocratie serait le seul horizon souhaitable et désirable et au fond possible de l'ensemble des pays du monde, on a collectivement cru que l'engagement des marques, c'était nécessairement s'engager vers une direction progressiste. C'est-à-dire égalité homme-femme, climat, diversité et inclusion. L'expression est aujourd'hui évidemment contestée, fait l'objet d'une bataille. N'importe qui se promenait sur les sites corporate d'entreprises il n'y a pas si longtemps que ça, avait quand même le sentiment qu'il candidatait au prix Nobel de la paix. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, une sorte de déclaration universelle, mais qui était politiquement colorée. Et la sortie de l'illusion, me semble-t-il, c'est de constater, de prendre conscience que l'engagement politique des marques, politique ne veut rien dire, en fait. Une fois qu'on a dit politique, on n'a rien dit du tout. Ça peut être progressiste, mais ça peut être, osons le mot, totalement fasciste. Et donc c'est cette sortie d'illusion que, me semble-t-il, on est en train d'expérimenter. Très rapidement, moi j'y vois 3 explications possibles. La première explication, c'est du revirement de ces marques américaines. C'est le cultural backlash. C'est l'explication donnée par Facebook, enfin en tout cas par Mark Zuckerberg, lorsqu'il fait sa vidéo hallucinante de 7 minutes 30 où il explique les raisons pour lesquelles il abandonne les procès de modération, etc. Lui, il glisse quelque chose à un moment donné, il dit « la société a changé, la société s'est droitisée, Black Lives Matter n'est plus du tout majoritaire, en réalité, nous sommes du côté de la demande du citoyen ». Donc il justifie son repositionnement par une évolution, par une droitisation de la société américaine. Ça, c'est la première hypothèse, le cultural backlash. La deuxième hypothèse, c'est celle d'un réencastrement de l'économie dans le politique. Vous connaissez peut-être cette thèse de Karl Polanyi, qui avait parlé, lui, de désencastrement, précisément, de l'économie. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, lui, il le situe à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'économie sort de l'alignement politique et devient une sphère autonome qui est régie par ses propres règles, par ses propres acteurs, par ses propres dynamiques. Là, ce qui me semble frappant, c'est qu'il y a au fond un retour du politique à l'échelle américaine et que, en partie par crainte évidemment, c'est le propre aussi des régimes autocratiques, il y a un réalignement. Et le cas emblématique pour moi, c'est Google. Google qui avait été très en pointe sur les politiques diversité et inclusion, jusqu'au plein cœur de les contestations, au cœur de l'année 2020, a indiqué par une petite icône les magasins tenus par la communauté noire sur son application aux États-Unis. Donc ils étaient allés extrêmement loin, y compris dans le design de leur application. Aujourd'hui, coup de sifflet de Trump sur le golfe du Mexique, renommé Golfe d'Amérique, dans la journée par Google Maps. Donc là, je trouve que c'est l'illustration vraiment d'un réencastrement sous le politique autoritaire que représente Donald Trump. Et puis peut-être une dernière hypothèse explicative, c'est la volonté de puissance. J'ai été très frappé par l'interview qu'a donnée Vladislav Surkov, l'ex-spin doctor de Poutine, qui a ensuite donné lieu au bouquin de Giuliano D'Ampoï, que je citais tout à l'heure, Le Mage du Kremlin. Vladislav Surkov fait l'hypothèse suivante: l'invasion de Poutine en Ukraine fait péter un verrou psychologique dans la tête de tous les dirigeants
et politique et économique, qui consiste à dire, en fait, la forme impériale n'appartient plus au passé. Et il me semble que là, on n'a pas le temps de tirer le fil, peut-être qu'on le fera en questionnement, mais cette idée d'une forme impériale que l'on voit se multiplier dans tout un tas d'autres pays qui se sont autorisés, où la pression de la communauté internationale ne suffit plus pour empêcher un certain nombre de digressions et de transgressions des règles du droit international, au fond, on pourrait retrouver ça aussi du côté des marques. En tout cas, c'est une hypothèse que je formule. Alors, je conclus. Je conclus de façon à ouvrir le sujet dans cette nouvelle ère qui se dessine. Que faire? Et cette fois-ci, je vais me placer du côté des marques. 3 points rapides. Premier point, s'armer politiquement. C'est-à-dire que précisément si on prend au sérieux cette idée d'une politisation de la consommation, d'une politisation des marques, en fait, il y a un logiciel politique à faire intégrer à l'ensemble des états-majors des marques, et c'est une rupture culturelle. Un exemple, au moment où éclate, il y a quelques années, le scandale Décathlon sur le hijab, vous vous rappelez peut-être de cette polémique-là, indépendamment de savoir s'il fallait ou non commercialiser le hijab, la réponse de Décathlon était catastrophique parce que non armée politiquement sur la question de savoir, nous sommes une marque française, quelle est notre position sur la laïcité? Et c'est cette absence de réflexion politique qui les a emmenés à faire une réponse de crise absolument désastreuse, c'est-à-dire en tirant dans tous les sens contradictoires. Premier point, s'armer politiquement. Deuxième point, dans l'ensemble de ces nuages noirs qui s'accumulent, il y a quand même une opportunité qui est d'affirmer un certain modèle d'engagement des entreprises, pas seulement des marques, des entreprises en tant qu'entité, un certain modèle français et peut-être européen. Un certain nombre de marques américaines vont lâcher le flambeau du climat. Il me semble que c'est l'occasion ou jamais de le reprendre. Un certain nombre de marques américaines cherchent à polariser les sociétés dans lesquelles elles sont installées. Je n'ai pas le temps de développer, mais au fond, en installant des discours d'opposition entre des catégories de population, par exemple entre les riches et les pauvres, il me semble qu'un certain nombre de marques, avec ce modèle français et européen, peuvent, au contraire, se donner pour objectif politique et commercial d'œuvrer à une dépolarisation. Au fond, à chercher à résoudre les fractures plutôt que de les exploiter à des fins commerciales. Et peut-être le troisième point, alors ça va me faire passer pour un professeur tournesol, mais je me suis noté renouer avec l'utopie. Moi, il y a une stat qui m'a beaucoup marqué, c'est une stat que produit chaque année l'Observatoire du bien-être du CEPREMAP, qui pose la question très simple. Si vous aviez le choix, dans quelle époque souhaiteriez-vous vivre? Et la répartition est dingue. 5% seulement des gens disent dans le futur. Donc il y a un effondrement du désir d'avenir, que tout un tas d'autres enquêtes mesurent, mais là, qui est quand même assez palpable. 20% disent dans le présent. Et il y a surtout 75% qui disent dans le passé. Et donc, il y a cette espèce de force de l'imaginaire nostalgique d'un passé pas si lointain, parce que quand on regarde dans le détail, c'est pas avant 1945. Hein. Vivre dans le passé, c'est vivre au fond dans les années des Trente Glorieuses. Donc cet imaginaire politique des Trente Glorieuses que beaucoup de marques investissent, c'est le marketing de la nostalgie qu'on a tous vu passer, au fond, est-ce qu'elle n'aurait pas un rôle à jouer, au contraire, pour reprojeter, recréer d'autres imaginaires politiques, j'en retombe sur mes pattes, mais beaucoup plus sur le registre de l'utopie que de la nostalgie. Je vous remercie.